Alors bonjour tout le monde ici à la Maison du développement durable, les gens à la maison, au bureau, parquant en double sur Saint-Laurent avec les 4 flashers. Bienvenue à ce rendez-vous de la mobilité durable dans le cadre de la campagne J'embarque du Conseil régional de l'environnement de Montréal. Mon nom c'est Blaise Rémiard, je suis responsable transport et urbanisme au Conseil régional de l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Petit, qui est directeur des projets spéciaux chez Rue Principale, qui va venir nous entretenir du retrait de cases de stationnement sur les artères commerciales. Alors, c'est un sujet qui nous passionne évidemment au Conseil régional de l'environnement. Le stationnement dans la ville de Montréal occupe plus d'un quart de l'espace de voirie. C'est 1400 hectares dédiés au stationnement sur rue à Montréal. Alors évidemment, quand on parle d'améliorer l'expérience d'achat, quand on parle de redonner de la place au mode durable, eh bien c'est un espace qui est très convoité et qui suscite beaucoup de controverses lorsqu'il est question de faire le repartage. Alors, on est très heureux d'accueillir Christian Petit. Un mot aussi pour nos commanditaires qui rendent cet événement possible. Alors, l'Agence de mobilité durable de Montréal, ainsi que la RTM, nos partenaires alliés aussi, Montréal Physiquement Actif et la Fondation du Grand Montréal. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Christian, qui nous fera une présentation, puis échange questions avec le public ici à la MDD et en ligne. Merci. Christian. Bonjour. Bien, merci d'être là, en grand nombre. Comme on dit souvent, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Je me fie sur vous, là. Non, merci d'être là. Ça me fait plaisir de vous présenter cette présentation sur réduire la place du stationnement. Je vais commencer par vous dire peut-être que tout le monde ne connaît pas Rue Principale autant que moi, sûrement pas autant que moi. Évidemment. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionnait bien tantôt et maintenant, ça a décidé d'arrêter. Donc, pour vous dire rapidement parlant, Rue Principale, on existe depuis près de 40 ans maintenant. Ça a d'abord été la Fondation Rue Principale. Aujourd'hui, on s'appelle Rue Principale. On est né sous l'égide du ministère d'un ministère fédéral qui est Héritage Canada, devenu indépendant dans les années 90. Ce qu'on fait principalement, c'est accompagner des collectivités un peu partout au Québec dans la dynamisation des cœurs de collectivités, des rues principales, des cœurs de village, des centres-villes. Je peux? Ou ça va fonctionner, oui? Non? OK. Donc, on a des bureaux à Montréal et à Québec. On a été pendant un certain temps ici, à la Maison du développement durable. On est maintenant rendu un peu plus loin sur Sainte-Catherine. Donc, oui, c'est ça. Notre approche est basée sur la dynamisation par la communauté. On a 4 piliers d'intervention, on a des éléments aussi, des sphères d'analyse. Donc, quand on arrive dans un milieu, on analyse le milieu en fonction de plusieurs sphères et puis on fait des propositions d'aménagement, de réaménagement, d'intervention. Donc, on travaille sur plusieurs secteurs d'activité. On travaille principalement avec les municipalités et les associations commerçantes. On essaie d'insérer aussi plein d'autres acteurs qui sont touchés par toutes les questions de réaménagement de la rue principale. Si tu veux passer à l'autre. Donc, c'est ça, comme je disais, on a pour nous, la communauté est super importante. Donc, dans tout processus qu'on fait, on essaye de consulter les gens, on essaye d'aller chercher les opinions d'un peu tout le monde pour mieux comprendre la dynamique, pas juste perçue par la municipalité et les commerçants, mais perçue par l'ensemble de la communauté. Et on a aussi tout un réseau de membres à travers le Québec, des gens qui œuvrent chacun dans leur collectivité à la dynamisation de leur cœur de village, de leur centre-ville.
Comme Blaise le disait, je suis directeur des projets spéciaux. Donc, on a aussi ce qu'on appelle, nous, des projets spéciaux, donc des projets où on essaye d'améliorer des connaissances sur certaines thématiques avec lesquelles on va travailler. La présentation d'aujourd'hui, c'est faite dans le cadre d'un projet spécial sur la sécurité routière qui s'appelle Rue commerciale traditionnelle, sécuritaire pour tous. Donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut sécuriser les artères commerciales en centralité, de façon à assurer la sécurité, pas juste des automobiles, mais de tout le monde qui s'y trouve. Donc, on en vient à repenser le stationnement. On a tout à y gagner. C'est un des gros constats qu'on a fait, c'est qu'au départ, on n'aurait pas vraiment pensé parler de stationnement dans un projet sur la sécurisation, mais on s'est rendu compte que c'était essentiel d'en parler, puis d'en parler le plus possible, parce que ça revient systématiquement quand on parle de sécuriser une artère commerciale. On se pose la question de la place occupée par les stationnements. Il y a plein d'enjeux qui sont des enjeux de sécurité associés au stationnement, mais vous aurez compris, vous savez aussi sûrement à quel point ça peut comporter plein d'enjeux autres que ceux de la sécurité, donc c'est hyper important. Donc, on a tout à y gagner. D'un point de vue de sécurité purement parlant, les collisions associées à la recherche de cases de stationnement représentent en moyenne environ 15 % de tous les accidents routiers qu'on retrouve. En plus de ça, c'est aussi associé à tout ce qui est question de congestion routière, donc à la recherche de stationnement. On va ralentir pour trouver un stationnement, on va essayer de faire plein de détours, on va faire 3 fois le tour pour avoir le stationnement le plus près possible de où on s'en va. Donc, on se retrouve à augmenter énormément le temps occupé pour la recherche de stationnement, puis justement tout ce qui est trafic. Après ça, finalement, retirer des cases de stationnement, ça nous permet de réutiliser l'espace à autre chose. Donc, on peut permettre d'améliorer la sécurité, l'ambiance aussi. Et vous vous en doutez, quand on parle de réduire le nombre de cases de stationnement, ce qui revient souvent, c'est la perte d'achalandage pour les commerçants. Les commerçants ont très peur de ça. Il y a pourtant des études qui démontrent que, en fait, ce n'est pas le principal élément, la présence de cases de stationnement pour attirer de la clientèle. La qualité de l'espace public autour est un plus grand incitatif pour que les gens se rendent et aillent sur la rue principale, donc consomment sur la rue principale. On a un peu réutilisé, vous connaissez sans doute, l'approche réduire, transférer, améliorer. Nous, on essaye de l'utiliser d'une façon non linéaire. Elle est souvent utilisée d'une façon linéaire, l'approche, c'est-à-dire on commence par réduire, après ça, on transfère et ensuite, ce qu'on n'aura pas pu faire comme ça, on améliore. Nous, c'est une logique plus, peut-être pas circulaire, mais chacun des gestes s'entraide. Donc, il s'agit de réduire la perception du besoin de stationnement et de transférer une partie de l'offre de stationnement hors rue et finalement d'améliorer tout ce qui est la question de la gestion puis de l'aménagement des stationnements qui restent sur la rue. Donc, réduire, ça passe par... en fait, pour réduire, je vais commencer par vous demander, je ne sais pas qui parmi vous travaille dans une municipalité, vraiment est au cœur des décisions dans une municipalité. J'avais prévu une activité interactive. On va peut-être laisser faire l'interactivité parce que malheureusement, en ligne, je ne vois pas si vous levez la main ou pas. Mais la question qu'on pouvait se poser, c'était est-ce que vous savez, vous, dans votre municipalité, ça remonte à quand la dernière fois qu'on a réalisé une étude de stationnement? Ensuite de ça, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on connaît le nombre total de cases de stationnement qu'on a dans notre centralité? Ensuite de ça, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on connaît le taux d'occupation? Puis après ça, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on sait c'est quoi la perception réelle de nos commerçants et de notre population quant à la quantité de cases? Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'il y en a assez? On se rendrait compte, si on faisait l'activité interactive, qu'au début, tout le monde se lève, tout le monde dit « Ouais, on a eu pas mal une étude de stationnement. » Puis là, plus qu'on va dans la précision de la donnée, plus qu'on se rend compte que là, on ne le sait plus trop. Puis là, on finit par baisser la main parce que là, j'oserais pas m'aventurer. T'sais. Fait que
la question l'idée de poser ces questions-là, c'est de dire que dans le fond, avant de se poser la question, est-ce qu'on réduit le nombre de cases de stationnement, il faut être sûr qu'on sait de quoi on parle. Fait qu'il faut avoir le plus de connaissances possible pour réduire tout ce qui est l'émotivité dans le débat, parce que la place du stationnement, ça devient émotif assez rapidement. Donc, on essaie d'avoir le plus de données possible pour être capable d'en parler de façon rationnelle, puis avoir le plus de connaissances possible pour être capable de savoir exactement où sont les problèmes, les réels problèmes, pour ne pas se mettre à réduire des cases de stationnement n'importe où, n'importe comment, parce que c'est notre idée, mais de le faire de façon stratégique pour que ça réduise justement les conséquences négatives d'avoir décidé de faire quelque chose de positif. Puis après ça, aussi, on a tendance à, quand on n'a pas les connaissances précises sur ce qu'une étude de stationnement peut nous donner, on a tendance à surévaluer le besoin en case de stationnement. Fait que le fait d'avoir tout ça, on est capable de mieux savoir ce qu'il faut faire. Donc, une étude de stationnement, évidemment, on va se douter le taux d'occupation. Le taux d'occupation, il faut penser à un chiffre magique. Ceux et celles qui connaissent dans nos choups sauront que 85%, c'est le taux d'occupation idéal depuis quelques années, depuis que M. Choup a amené l'idée. C'est vraiment assez reconnu. Au-delà de 85% d'occupation, on commence à avoir beaucoup de problèmes de congestion parce que les gens cherchent des cases de stationnement, il en manque puis ils ne savent pas quoi faire. Puis en deçà de ça, on a d'autres problèmes qui sont associés à l'occupation de l'espace qui n'a pas de raison d'être d'occuper autant d'espace pour du stationnement qui n'est pas si nécessaire finalement. Après ça, il y a de savoir la durée d'occupation, le taux de rotation. Donc, c'est de savoir est-ce que les cases de stationnement, dans quelle mesure sont utilisées, est-ce que la performance des cases de stationnement est bonne. Après ça, il y a toute la question de la signalisation. Est-ce que nos cases de stationnement sont bien indiquées? Est-ce qu'on est capable de savoir rapidement où est-ce qu'il y a des cases, puis où est-ce qu'il y en a des libres quand c'est possible? Ce n'est pas possible dans toutes les municipalités, mais il y en a qui pourraient faire ça, décider d'indiquer où est-ce qu'il y a combien de cases disponibles. Puis après ça, on peut aller jusqu'à évaluer le profil des occupants. Est-ce qu'ils sont là à long terme, à court terme? Ces occupants-là, c'est qui? C'est des employés? C'est des commerçants? C'est des consommateurs? Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils sont là? C'est quoi leur objectif de se stationner là? Et puis finalement, avoir une connaissance finalement des collisions qui ont eu lieu sur la rue principale associée justement au stationnement. Fait que tout ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension. Juste pour vous donner un exemple, on a travaillé avec la ville de Val-d'Or qui justement avait décidé de réduire le nombre de cases de stationnement. En tout cas, de notre point de vue, quand on regarde comment c'est fait Val-d'Or, il n'y a pas de doute, là, il y a beaucoup de cases de stationnement, mais pour eux, c'était excessivement difficile à faire passer. Les commerçants se sont révoltés. Puis là, on a travaillé avec eux à voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut présenter ça, comment on peut avoir une discussion positive, tout le monde ensemble. La première chose, évidemment, ça a été de dire, on va faire un décompte rapide. Il n'y a pas d'études de stationnement purement, à proprement parler là-bas, mais on a fait un petit décompte rapido presto. Puis pour une ville comme Val-d'Or, 40 000 habitants, à 3 ou 6 minutes de marche, 3 minutes de marche, je pense, de la rue, on a 1100 cases de stationnement public et 900 cases en plus qui sont des cases, excusez-moi, 1100 cases hors rue et 900 cases sur rue. Donc, on a une quantité assez astronomique de cases de stationnement pour l'échelle de Val-d'Or. Maintenant, il reste à savoir qu'est-ce qui existe, c'est quoi exactement, c'est quoi la nature de ces cases de stationnement-là, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, comment ils sont utilisés. Fait que si on passe à l'autre, on va voir que cette fois-ci, on a travaillé avec Marieville. Marieville travaille depuis plusieurs années à l'instauration d'une piste cyclable en plein cœur de leur centre-ville. C'est une autre petite municipalité. On veut installer une piste cyclable. La nature même de la rue fait en sorte que c'est incontournable. On va devoir enlever des cases de stationnement. La première chose qu'ils ont fait, ils nous ont demandé, on peut avoir une étude de stationnement, mieux comprendre où sont les stationnements, comment ils sont utilisés, c'est quoi la situation. Donc,
on est passé à, on a fait une étude de stationnement pour eux, puis on est arrivé à pouvoir dire, c'est quoi le taux d'occupation selon la distance, selon le nombre de minutes de marche, puis on est même allé jusqu'à montrer chaque espace, comment ils sont occupés, chaque espace avec des cases de stationnement, c'est quoi leur taux d'occupation à chacun. Et juste pour vous montrer, pour vous dire, la rue principale, là, celle qui est vraiment la rue commerçante, elle est ici, là. Donc, on a fait l'exercice aujourd'hui, puis on a fait l'exercice d'évaluer si on répartissait cette occupation-là en ayant retiré des cases de stationnement sur la rue principale parce qu'on place une piste cyclable. Bien, qu'est-ce qui reste? Puis on était encore en dessous du 85 le fameux 85 d'occupation. Donc, on s'est rendu compte qu'avec ça, on était capable de réduire le nombre de cases de stationnement, de redistribuer un peu, de mieux utiliser les cases de stationnement actuelles, puis on allait très bien s'en sortir avec un peu moins de cases de stationnement. Donc, ça facilite la conversation. J'allais utiliser ça, mais non, il faut que je te dise bonjour. Donc, comme je vous disais, on a fait l'évaluation du taux d'occupation selon la distance. Donc, on voit que ici, 5 minutes de marche, on a 61 %, mais le maximum, c'était 70 % à 3 minutes de marche. Donc, il y avait quand même lieu de se dire, assez rapidement, on n'a pas une grande distance de marche, puis dans tout ça, on n'a pas un si gros taux d'occupation. Donc, on pouvait réduire le nombre de cases de stationnement. Ensuite de ça, transférer. Transférer, comme je vous disais, c'est transférer certaines cases de stationnement hors rue. Donc, si on réduit sur rue, est-ce qu'on essaie de diriger les gens vers les stationnements qui, eux, sont hors rue, parce qu'on en a, on l'a vu. Dans la plupart des cas, on a plein de stationnements qui sont hors rue. Donc, pour ça, évidemment, il s'agit de redistribuer l'espace, de pouvoir l'utiliser à d'autres fins. Puis, comme on disait tantôt, le chiffre d'affaires des commerçants n'est pas nécessairement associé au nombre de cases, il est plus associé justement à l'ambiance, au plaisir d'être sur la rue. Donc, ça veut dire aussi bien afficher. Donc, bien afficher, comme on voit, là, ici, on a un beau panneau qui parle de stationnement à l'arrière. Il y a plein d'autres façons. Comme je disais, quand on a plus de moyens, on peut installer des puces au sol pour réussir à détecter les stationnements qui sont occupés, de ceux qui ne sont pas occupés. Fait qu'on peut avoir des panneaux qui, live, vont dire combien il y a de cases de stationnement disponibles dans X stationnement. Donc, on peut rediriger les gens en leur disant, on a de la place dans ce stationnement-là en ce moment, allez plutôt de ce côté-ci, de ce côté-là. Donc, on redirige les gens, puis on évite qu'ils tournent en rond à la recherche de places de stationnement. Ensuite de ça, on va se poser la question de la bonne forme de stationnement. Est-ce que c'est du stationnement de surface qui est la bonne forme ou est-ce que c'est du stationnement en structure qu'on appelle? Donc, en structure, on va parler du souterrain, on va parler du stationnement étagé, on va parler de toutes les formes de stationnement qui impliquent la construction d'une structure. Souvent, quand on parle de ça, le premier réflexe, c'est de dire « ouais, mais en structure, ça coûte beaucoup trop cher ». Puis, quand on regarde les chiffres purement sur la construction du stationnement, c'est vrai. Le stationnement en surface est le moins cher à mettre en place. La réalité, par contre, c'est dans ces chiffres-là, on n'intègre pas toutes les questions de la valeur du terrain, le coût d'opportunité associé à toutes les taxes foncières qu'on peut aller chercher si on transforme ce terrain-là en un espace commercial, à tout ce qu'on va aller chercher aussi si on transforme ce terrain-là en espace autre que le stationnement. Donc, il y a plein d'externalités puis d'internalités qu'on n'évalue pas quand on fait juste compter le prix de la construction de la case. Donc, c'est super important de se poser cette question-là. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, ça va être un stationnement en structure qui est la meilleure solution, mais si on se pose vraiment les bonnes questions, on va peut-être en arriver une fois de temps en temps à faire comme peut-être que le stationnement en surface, c'était pas la bonne solution. Ensuite de ça, on va aller à se dire, après ça, un coup qu'on a trouvé les façons de dire, il faut qu'on transfère notre stationnement hors rue, là, il y a toute une question de comment on gère la chose, comment on améliore l'aménagement des stationnements pour dire, on va faire en sorte que le stationnement qui reste, il va être efficace. Puis à cet égard-là,
ça se pose peut-être un peu moins à Montréal, quoique j'ai entendu qu'il y a quand même certains endroits dans l'île où il y a encore du stationnement en épi. Mais au Québec, on retrouve encore à certains endroits du stationnement en épi. Et quand il est question de changer stationnement en épi pour du stationnement en parallèle, c'était le cas à Val-d'Or, en fait, là, quand on a, la question, c'était de dire, on a du stationnement en épi sur la rue, on voudrait en faire du stationnement en parallèle. Comme ça, on va élargir l'espace trottoir dans lequel on va pouvoir mettre un peu plus d'infrastructures pour les piétons, pour les... Quand on fait... non, pas tout de suite. En fait, la réalité, c'est qu'il faut comprendre que le stationnement en épi occupe 25% plus d'espace et il est moins sécuritaire que du stationnement en parallèle. En réalité, on a entre 2 et 3 fois plus de cas d'accidents associés à la sortie d'un stationnement en épi que la sortie d'un stationnement parallèle. En réalité, le stationnement en épi, on peut soit entrer et on ressort à reculons. Là, à ce moment-là, c'est vraiment quand on sort qu'on a un problème de sécurité parce qu'on voit très mal les cyclistes ou les automobilistes qui s'en viennent quand on recule. Et quand l'autre option, qui est moins fréquente, beaucoup moins fréquente, qui est recommandée par certains pour réduire les risques d'accident, mais ça change un peu, ça réduit un peu, mais ce n'est pas la panacée non plus. C'est de dire on va rentrer l'épi à reculons. Quand on ressort, c'est moins dangereux. Mais encore là, c'est le reculon souvent qui va être la difficulté, ça va être de rentrer dans la case à ce moment-là. Donc, puis juste pour vous dire, même le MTQ recommande de ne pas faire de stationnement en épi. Habituellement, au Québec, ça veut quand même dire quelque chose quand le MTQ pose un avis dans ce sens-là. Ensuite de ça, mieux aménager les stationnements, ça veut dire faire en sorte qu'on évite d'avoir des trop grandes cases. Il y a beaucoup d'endroits où les cases sont dimensionnées pour les pick-up, pour les gros SUV. Plus qu'on dimensionne nos cases pour les plus grands véhicules, plus qu'on prend d'espace pour des véhicules. Puis dans certains endroits, il n'y en a peut-être pas tant besoin. Un exemple, là, à Calgary, ils ont décidé, eux, de faire en sorte que les véhicules qui sont plus petits vont avoir une réduction de 25% de leur prix pour se stationner sur la rue. Ça vient avec l'idée de dire, peut-être qu'on peut faire aussi du stationnement sans marquage. Autrement dit, on n'indique pas la largeur des cases, on laisse la bande de stationnement. Évidemment, il faut délimiter la fin et le début et la fin de l'espace de stationnement pour éviter que les gens aillent se stationner trop près de l'intersection, des trucs comme ça. Mais en évitant d'avoir des cases de stationnement bien indiquées, souvent on va aller chercher jusqu'à 20% de plus d'automobiles stationnées sur ces espaces-là, entre autres parce que justement, il y a des plus petites automobiles. Comme je disais à Calgary, ils ont réduit les prix pour les plus petits véhicules. Ces petits véhicules-là vont prendre moins d'espace. Donc, si on les enchaîne un en arrière de l'autre, ça va prendre moins de place que 3-4 gros pick-up. Après ça, question sécurité, c'est important de se dire, on va délimiter parfaitement comme il faut l'espace de stationnement par rapport à la chaussée pour la circulation, en modifiant la texture du stationnement, en gardant une texture différente de la chaussée. On fait en sorte que même quand il n'y a pas d'automobiles qui sont stationnés sur la chaussée, sur les cases de stationnement, l'espace stationnement reste bien identifié par rapport à la chaussée, puis on n'a pas un effet d'élargissement de la chaussée, ce qui peut avoir lieu quand on est juste avec le même, quand on est en asphalte de bord en bord. Quand il n'y a pas d'auto stationné, souvent pour les automobilistes qui roulent, on a une impression de largeur qui fait en sorte qu'on augmente un peu la vitesse, puis là on perd en sécurité. Donc, mieux aménager, ça veut aussi dire ça, s'organiser pour rétrécir la largeur de la chaussée par le stationnement en permanence. Puis finalement, il faut aussi se poser la question de la distance, parce que dans plusieurs endroits, dire on va utiliser les stationnements qui sont hors rue, ça veut dire aller chercher des stationnements un peu plus loin que ce qu'on avait l'intention d'utiliser comme stationnement qui était direct en face de la porte. Ici, on a fait l'exercice à la chute
de comparer la rue principale avec une rue, la rue de type boulevard urbain, pas boulevard urbain, mais boulevard commercial, où il y a des types centres d'achat ou des grandes surfaces. Et on a fait l'exercice de voir, bien, si on se stationne au bout du stationnement d'un grand commerce, d'un centre d'achat, puis qu'on s'en va dans un commerce dans le centre d'achat, bien, on fait 150 mètres de marche. 150 mètres de marche, ça veut dire quoi si on s'en va sur la rue principale puis qu'on essaie d'aller se stationner à l'arrière des bâtiments, parce que les gens disaient « Ouais, mais non, mais à l'arrière des bâtiments, c'est bien trop loin. » Bien, finalement, en arrière des bâtiments, on est rendu complètement à l'autre bout des stationnements arrière du bâtiment pour faire la même distance. Fait qu'il y a une question de perception. Évidemment, même quand on va dans un centre d'achat, on cherche la case la plus proche, mais on ne s'offusque pas quand il n'y a pas d'autre place puis qu'on s'en va au bout de la rangée. On le fait, puis on le marche, puis c'est pas la fin du monde. Donc, on peut le faire aussi, de dire, bien, on va aller stationner en arrière des bâtiments. Cela dit, ce qui arrive souvent en arrière des bâtiments, c'est que sur une rue commerciale, pour éviter les distances à faire pour aller faire le tour du pâté de maison, on va avoir des allées qui traversent un peu partout. Et ces allées-là sont souvent peu invitantes. On a un petit peu peur de s'y aventurer, surtout le soir. Il y a plein de moments où ce n'est pas super trippant. Par contre, il y a plein d'options, il y a plein d'exemples qui montrent qu'on peut dire, bien, on va les rendre le fun. On va faire en sorte qu'on ait un meilleur sentiment de sécurité, puis une meilleure visibilité, donc une meilleure sécurité pour vrai. Donc, faire toutes sortes d'affaires pour faire en sorte que ces espaces-là de transition entre le stationnement à l'arrière et la rue commerciale, bien, ça soit agréable, sécuritaire. Il y a plein d'options pour le faire. Maintenant, améliorer la gestion. Améliorer la gestion, c'est faire en sorte, bien, depuis tantôt, on parle de prendre des stationnements sur rue, bien, des gens qui stationnent sur rue et de les amener à stationner hors rue. Donc, pour ça, il faut absolument penser à hiérarchiser la clientèle. Savoir qui a besoin de se stationner sur rue, qui est pertinent à être stationné sur rue. Donc, évidemment, mobilité réduite, on va leur donner de la place sur la rue. Après ça, on va y aller sur les déposes minutes. On va y aller sur les gens qui vont aller faire une course pendant 15 minutes. Donc, on va aller chercher une façon de gérer le stationnement pour faire en sorte qu'on favorise la clientèle qui arrive et repart et repousser ailleurs que sur la rue les gens qui, eux, vont occuper une place de stationnement à plus long terme. Donc, il y a plein d'options pour faire ça. Évidemment, il y a moduler la tarification. Donc, moduler la tarification pour essayer d'être à la recherche du 85 %. Par exemple, à San Francisco, eux, ils font une évaluation aux 6 mois de l'occupation de leur case de stationnement. Et à chaque 6 mois, en fonction de l'analyse qu'ils font, ils modulent le prix. Donc, si on est au-dessus du 85 % d'occupation, on va augmenter le coût de la case de stationnement de 25 sous, par exemple. Et si on est en dessous du 85 %, on va baisser le prix de la case de stationnement pour inciter les gens à utiliser cette case-là. Avec ce genre d'effort-là, ils ont réussi à réduire d'à peu près 50 % la congestion associée à la recherche de cases de stationnement. Après ça, on va tarifer selon la taille du véhicule, comme je vous expliquais avec Calgary, comment ils ont fait. Eux, ils tarifient, ils donnent un rabais à des plus petits véhicules. On pourrait faire l'inverse. On pourrait dire, on donne un plus petit tarif, mais on augmente selon la taille du véhicule. On limite la durée de stationnement. Donc, on peut avoir des cases de stationnement qui sont des 15 minutes. On peut aussi dire que la durée maximale de stationnement, bien, on ne la met plus à 5 heures, mais on la met à 2 heures ou on la met à 1 heure. Fait qu'on peut faire ce genre d'exercice-là. Une tarification progressive. Oakland, je ne me rappelle plus à partir de combien d'heures, mais je pense que c'est à partir de 2 heures de stationnement, le prix du stationnement double littéralement. Donc, les 2 premières heures, on a un tarif. Puis quand on passe à la 3e heure, on vient de doubler le tarif horaire. Après ça, on peut avoir des vignettes, essayer de trouver des façons de favoriser les travailleurs, les gens qui sont là à plus long terme, leur donner des espaces en dehors de la rue principale, mais leur
leur réserver ces espaces-là, leur donner des vignettes pour être sûr qu'ils aient des cases de stationnement puis qu'eux soient confortables avec ces cases-là ou c'est pas grave qu'ils soient à long terme là-dessus. Évidemment, signaler le stationnement, ça on en a déjà parlé, c'est hyper important. Puis l'application l'utilisation d'applications mobiles, bien évidemment, ça devient intéressant, en particulier quand on enlève les cases de stationnement, quand on enlève le marquage des cases de stationnement. À partir de ce moment-là, il faut changer la façon de tarifer. Comme souvent, on tarife en fonction d'un numéro de case. Donc là, à partir de là, il faut utiliser la plaque de l'automobile pour faire le tarif. Puis à ce moment-là, ça devient super facile d'utiliser des applications mobiles. Il y a plein de gens qui sont super contents de pouvoir utiliser ces applications-là. Puis c'est beaucoup plus flexible comme façon de travailler pour la plupart des gens. Donc, il y a tout ça dans améliorer la gestion. Il y a aussi la signalisation, donc simplifier la signalisation. Peut-être que vous, Montréalais, vivez très bien avec toutes les pancartes que vous avez. Je me souviens que quand j'habitais à Montréal, je vivais bien avec ces pancartes-là. Je sais que quand on arrive à Montréal avec des gens qui ne vivent pas à Montréal, c'est un fouillis complet. Les gens ne comprennent absolument pas ce qu'ils regardent là. Et c'est encore bien moins compliqué que ça a là. Donc, il y a toute la question de dire, la signalisation des places de stationnement, comment on peut faire pour rendre ça le plus simple possible. Et puis, il y a plein d'exercices qui ont été faits dans ce genre-là où on a vraiment une logique appliquée à une signalisation claire. Donc ici, on sait que c'est à quel moment on a du stationnement autorisé, à quel moment c'est réservé à certaines passes, à certains trucs. Je ne pourrais pas vous le détailler exactement, mais quand on habite cette ville-là, puis qu'on sait un peu les règles, à un moment donné, ça devient beaucoup plus simple à lire que de lire OK, à partir d'ici, c'est comme, OK, mercredi. Fait que là, on a une espèce de calendrier qui nous montre assez clairement d'un coup d'œil, on en est où. Après ça, il y a aussi le fait de marquer au sol avec une bande de couleurs. Fait avoir des couleurs qui nous disent le vert, on sait c'est un 20 minutes, le jaune, ça serait, je ne sais pas là. Mais avoir des couleurs qui nous indiquent les minutes. Fait à ce moment-là, quand on connaît un peu le code de couleur, à un moment donné, ça devient tellement simple, on voit le code de couleur, puis on sait immédiatement on a combien de temps, est-ce que ça correspond à notre besoin ou pas. Après ça, finalement, c'est ma toute dernière slide. C'est la question de mutualiser le stationnement. Ça, c'est un grand défi, mais c'est un grand défi qui est très porteur. Ici, on est de retour à la chute. L'exercice qu'on a fait à la chute, parce que là aussi, on avait une question de dire on a une rue qui a énormément de stationnement, on veut réduire le nombre de cases de stationnement, mais on a encore un problème de perception des gens, des cases de stationnement sur la rue. Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour réduire? Absolument. Quand on regarde rapidement le nombre de cases de stationnement, il y a vraiment beaucoup de place de cases de stationnement. Cela dit, à la chute, on a cette impression-là qu'on a besoin d'énormément de cases de stationnement. Puis on regardait, nous, les cases à l'arrière. Ce sont tous des privés qui ont chacun leur terrain avec leur case de stationnement. Et ils jalousent leur case de stationnement. Mais si on regarde plus près, on se rend compte que, dans le fond, parce qu'ils ont géré par eux-mêmes, il y a plein d'espaces de circulation qui ne servent à rien, qui n'est pas nécessairement le plus efficace. Si on avait mutualisé, on pourrait replacer les cases de stationnement, puis on pourrait augmenter, je ne sais plus c'était quoi, mais on avait évalué quelque chose comme 20% plus de cases de stationnement juste par le redessinage des cases de stationnement. On pouvait augmenter le nombre de stationnements, puis en plus, eux, leurs cases sont utilisées à certains moments selon quel genre de commerce ils sont et tout ça. Donc, il y a vraiment lieu de dire, quand vos stationnements sont moins utilisés, les gens qui vont pour d'autres commerces pourraient stationner là, puis après ça, passer devant chez vous, puis finalement peut-être rentrer malgré tout, alors qu'ils n'avaient pas prévu le faire. Mais c'est sûr qu'il faut faire tout un travail. Si on veut se lancer là-dedans, en tant que municipalité, il faut aller voir les commerçants un par un. Il faut les convaincre. Puis c'est pas une mince tâche, mais c'est une tâche où
l'exercice de calcul, d'évaluation qu'on a fait à la chute nous montre à quel point on peut gagner, puis on peut essayer de trouver une façon que cette mutualisation-là fasse en sorte que c'est gagnant pour tout le monde. On va aller voir, mais je pense que c'était ma dernière slide. Oui. Donc, voilà. Merci de votre attention. Et maintenant, on est rendu à la période de questions, je pense. Alors, on est rendu à la période de questions. Les gens qui nous suivent en ligne, vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook RDV Mobilité MTL pour poser vos questions sous la vidéo. Et puis, je vais les lire pour vous à Christian. Sinon, en salle, est-ce que vous avez des questions? Oui. Merci beaucoup pour votre présentation. Je me demandais si les mobilités douces étaient intégrées dans vos réflexions et s'il vous arrivait d'intégrer des stationnements vélos dans les cases prévues initialement pour les automobiles et quel impact ça pouvait avoir sur à la fois la vitalité commerçante et les résidents, les commerçants, les consommateurs qui viennent dans ces rues principales. C'est une excellente question. La réalité avec laquelle nous, on travaille, comme vous avez vu, je vous ai présenté des cas de Val-d'Or, de la chute de Marieville. On travaille encore peu dans les grandes municipalités. C'est surtout là que les questions de vélo sont vraiment mises de l'avant. Évidemment, c'est une question d'achalandage. Des rues commerciales dans des municipalités de 15 000 habitants. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Marieville. Parce qu'il y a vraiment un débat à savoir est-ce que c'était le bon choix de mettre une piste cyclable directement sur une rue commerciale comme dans une ville comme Marieville. Il y a des gens pour dire que c'est pas la meilleure solution, il y en a d'autres pour dire que oui. Donc, nous, quand on arrive dans ces municipalités-là, souvent, le vélo va être comme la dernière affaire qu'on peut commencer à rentrer. Fait que pour nous, on a déjà le défi d'essayer de convaincre de faire plus de place pour les piétons, pour l'espace, d'occuper, de faire de cette rue-là un milieu de vie plus que juste un espace de circulation. Donc, il faudrait qu'on se travaille plus à poser la question de la place des vélos. Puis, effectivement, la question, comme vous le dites, de peut-être intégrer des blocs, des box de stationnement à vélo à la place de cases d'automobile, ça peut être une très bonne question. Nous, ce qu'on a commencé à regarder, c'est la question des transports collectifs. Encore une fois, dans ces milieux-là, souvent, le transport collectif n'est pas le plus prégnant. Mais il existe, puis il ne faudrait surtout pas faire des aménagements, des modifications qui les empêchent d'avoir des espaces pour venir débarquer les gens ou embarquer les gens. Donc, nous, on commence à réfléchir à comment intégrer les lieux de débarquement et d'embarquement de transport en commun. Mais j'avoue, en toute honnêteté, que la question de la place du vélo est encore à débroussailler. Je trouve ça intéressant. Je me permets une question pour poursuivre là-dessus. On pourrait penser que c'est donc des exemples qui sont pas adéquats pour Montréal, où il y a une multimodalité, etc. Puis en même temps, je me dis non, c'est intéressant parce que vous réduisez l'espace de la voiture finalement sans remettre en question l'usage de la voiture pour accéder au commerce et maintenir une rue commerciale vivante et accessible. Et puis, donc est-ce que vous mesurez cet impact-là sur le changement des modes pour accéder à la rue ou sur le chiffre d'affaires des commerçants, etc.? Bien, en fait, nos expériences sont encore un peu trop récentes pour réussir à avoir des chiffres pertinents, là. Donc, non, j'aurais pas de chiffres à vous donner là-dessus en ce moment. Puis, la question du vélo, pour continuer... effectivement, nous, souvent, il y a les arguments pour dire une piste cyclable sur une rue commerciale, c'est pertinent parce que les cyclistes sont des meilleurs consommateurs, vont acheter plus. Puis moi, j'y crois fortement. La réalité, c'est que souvent, ces études-là sont dans des milieux très denses. Puis nous, quand on travaille avec des milieux moins denses, c'est plus difficile d'aller justifier ces expériences-là. Fait qu'il faudrait faire l'évaluation des consommateurs cyclistes dans des plus petites municipalités, à quel point ça vaut la peine.
Mais oui, il y a beaucoup de travail d'évaluation puis de recherche encore à faire là-dessus. Oui, merci pour la présentation. Je serais intéressé à savoir un peu, c'est un peu dans la même, c'est un peu une question dans la même, qui est dans la même portée que ce que Blaise vient de vous demander. Dans le fond, toutes les rues commerciales, ils sont implantées dans des contextes différents. À quel point vos recommandations changent selon si on part d'une rue commerciale qui est dans un endroit moins dense versus plus dense? Bien, je dirais qu'on part toujours un peu des mêmes prémices. Après ça, comme je disais tantôt, nous, on travaille beaucoup avec la consultation du public. Fait que pour nous, c'est hyper important de ne pas arriver comme avec nos grandes connaissances puis de dire, bien, vous devriez faire ça, that's it, that's all. Fait qu'on arrive avec nos idées, nos mêmes prémices. On rencontre les gens du milieu qui nous ont demandé de venir les aider. Puis on essaie de voir, eux, comment ils voient la chose. Puis après ça, on essaie d'aller voir un peu comment tout le monde voit la chose. Fait qu'à partir de là, on sait un peu plus où on prend les gens. Puis là, évidemment, nos recommandations vont varier justement en fonction de où en sont les gens au départ. Puis c'est quoi les pas qu'ils semblent être prêts à faire, qu'ils semblent avoir envie de faire. Parce que essayer de faire des trop grands pas aux personnes d'un coup, notre expérience, c'est que ça ne fonctionnera pas. Il va y avoir des mobilisations. Puis en bout de ligne, bien, le processus va achoper. Je vais rebondir avec une question de l'Internet, alors, puis qui va tout à fait dans le même sens. Donc, pour la mobilisation des citoyens, est-ce que vous faites appel aux citoyens pour des projets pilotes de réaménagement des rues, ou est-ce que vous faites appel à l'urbanisme tactique pour modifier les tronçons de rue? On est très peu dans l'approche de l'urbanisme tactique. Notre approche, c'est vraiment une approche de dire on essaye de travailler avec les gens du milieu. Puis, tu sais, pas dire que l'urbanisme tactique, c'est pas travailler avec les gens du milieu, mais l'urbanisme tactique, souvent, c'est dire on va essayer de faire bouger les décideurs en les mettant un peu devant le fait accompli. Puis nous, on travaille avec les décideurs. C'est souvent les décideurs qui viennent nous voir, qui nous demandent de les aider. Fait que nous, on travaille habituellement avec des décideurs qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire des choses. Fait que nous, on a plus souvent le besoin de, quand on s'approche de la population, on est plus en mode essayer de trouver le point d'entente entre les décideurs et la population, plus que de dire on travaille avec la population à faire bouger les décideurs. Oui. Bonjour, merci beaucoup pour l'excellente présentation. Ça a vraiment été très compréhensif. Et le sujet de la mutualisation de stationnement, c'est un enjeu qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'ai un projet qui s'appelle stationnement communautaire. Et justement, le défi entre la municipalité et le privé, c'est comme chacun a leur propre considération et c'est parfois difficile à gérer ça. Est-ce que vous explorez d'autres manières à gérer le stationnement comme bien commun, qui ça serait vraiment comme géré de manière... C'est pas la municipalité en soi qui sera responsable, ni les privés qui veulent, chaque commerçant va avoir ses propres enjeux, mais vraiment regarder ça comme un bien collectif qu'il faut gérer. Et aussi, il y a des coûts associés avec ça, comme le déneigement et tout ça qui paye, etc. Est-ce que c'est une des choses que vous explorez dans vos solutions que vous proposez aux municipalités? Bien, je serais intéressé de connaître vos idées parce que non, nous, moi je vous dirais, collectif autre que le municipal qui, au nom du public, gère et entretient. On n'a pas étudié trop d'autres modes d'occupation des stationnements. Puis, mais comme je disais, souvent le problème, ça va être que le stationnement appartient déjà à du privé. Fait que là, la question, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait de cette propriété-là. Les propriétaires commerçants, souvent, vont jalouser ces cases-là. Donc, si on y va avec le public, je serais vraiment intéressé de savoir ce que vous avez comme idée. Sais-tu, est-ce que la taxe foncière sur ces endroits de stationnement, est-ce que c'est significatif? C'est la même chose que le bâtiment en soi, et on paye les taxes à la municipalité, et à qui paye ces taxes-là? On n'a pas fouillé la chose en profondeur.
En général, les taxes foncières sur des stationnements, c'est beaucoup moins important, beaucoup moins intéressant que des taxes foncières sur des terrains bâtis avec commerce et logement. Là. OK, merci. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Moi, je me demandais, vraiment en termes de communication pour les commerçants là, avec qui vous faites affaire, là, vous parlez, mettons, de l'expérience, je pense qu'il y a autour de réduire le stationnement, avoir plus d'endroits peut-être piétonniers, puis tout ça. Est-ce que c'est bien reçu de la part des commerçants, avec le commerce en ligne de plus en plus? Les gens, je pense, qui se déplacent vraiment dans des petits commerces de destination, puis tout ça, c'est vraiment l'expérience autour, la qualité qu'ils veulent, mais est-ce que du côté des commerçants, c'est quelque chose qui est quand même bien reçu de voir cette transformation-là. Est-ce que vous avez d'autres arguments que vous leur donnez dans ce temps-là? Bien, en fait, les commerçants, il y a des commerçants qui sont vraiment en train de dire c'est ça que ça nous prend, c'est ça qu'il faut. Puis il y en a d'autres qui sont plus en mode dire ben non, moi je veux continuer à avoir mon stationnement devant chez moi, c'est important, fait que là-dedans, c'est toujours c'est comment faire en sorte que ceux qui sont willing d'embarquer influencent positivement les autres, comment nous, on peut faire valoir finalement l'intérêt de l'aménagement. Ce sur quoi on a décidé de s'aligner pour l'instant, c'est utiliser les aménagements transitoires. Donc, les aménagements transitoires, c'est de dire on aménage de façon non permanente pour commencer, et puis on évalue, on regarde comment ça se passe. On offre quelque chose aux commerçants pour qu'ils voient la réalité, qu'ils voient comment ça se passe. On l'a fait à la chute. C'est difficile à faire quand même, dans le sens où l'expérience de la chute de cet été jusqu'à maintenant nous montre qu'il y en a qui ont adoré, puis il y en a qui ont encore détesté. Mais on a fait une consultation à la fin des aménagements transitoires. Ils ont fait 2 étapes d'aménagement transitoire, donc deux concepts d'aménagement différents. Ils ont une rue, en fait, avec terre-plein. Et chaque côté du terre-plein, ils ont 2 voies de stationnement et une voie de circulation. Donc, on a essayé un aménagement où on utilisait une rangée de stationnement le long du trottoir de chaque côté pour élargir les trottoirs. Puis un aménagement où on a décidé d'utiliser la voie de stationnement centrale de chaque côté pour élargir le terre-plein. Fait qu'on a essayé les 2 options. On a fait 1 mois chaque, puis on a fait une consultation publique à la fin. Les résultats semblent nous dire que les gens, ils ont aimé l'idée, ils n'ont pas aimé les aménagements qui ont été faits. Fait que là, on est en mode, OK, on va réfléchir, puis la Ville va probablement faire d'autres aménagements transitoires parce que la Ville s'est quand même bien pris, là, ils ont bien fait leur travail. Ils ont l'intention de refaire la rue dans 4-5 ans, mais ils ont déjà commencé à faire du travail, à consulter, à faire des aménagements transitoires, à essayer de placer le terrain, puis de comprendre comment ça va, comment ça se passe, puis comment on peut changer la donne pour améliorer. Donc, ils ont l'intention de continuer à améliorer les aménagements transitoires pour voir c'est quoi les autres options, c'est quoi. Fait qu'on a recueilli les commentaires des commerçants, de la population, pour voir, OK, qu'est-ce qu'il faut faire comme ajustement, puis on pourra tirer d'autres apprentissages des prochains aménagements transitoires. Donc, je pense que ça, c'est une belle façon de pas donner l'impression aux gens qu'on leur met un concept, qu'on leur enfonce un concept dans la gorge, puis avale ou régurgite, là, mais on est plus en mode dire, ben OK, ça, c'est pas permanent, cet hiver, la rue va devenir comme avant, mais qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, on peut essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. En général, pour l'instant, je pense qu'il y en a quelques-uns qui veulent toujours rien savoir, mais en général, les gens trouvent ça le fun d'avoir un peu plus d'espace pour autre chose que juste circuler. Fait que déjà, ça, c'est un point positif. On travaille là-dessus, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec pour l'améliorer, pour faire en sorte que les gens voient vraiment tout le potentiel. Au niveau de ce dialogue-là avec les commerçants, je dirais ceux qui peuvent changer d'avis, on avait toute une liste là, d'arguments potentiels. C'est quoi les 2-3 là, sur lesquels on pourrait dire qu'il faut mettre plus d'énergie puis qui sont les plus payants dans le dialogue positif, là? J'aurais pas de réponse
parfaite à ça. Moi, je pense que tout est dans le rapport, ce qu'ils ont à y gagner, ce qu'ils ont à y perdre. Donc, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure on est capable de leur démontrer qu'un aménagement où les gens ont envie de passer du temps sur la rue va leur être profitable. Puis, fait que ça, c'est de voir justement un peu comme on avait la question sur les vélos, mais comme on peut se poser la question sur les piétons, à quel point garder les gens sur la rue pour marcher, parce qu'on s'entend, les commerçants, ils voient, ouais, mais si vous me faites des espaces publics où les gens ne viennent même pas consommer, moi, ça ne me sert à rien. Mais en réalité, est-ce que ces gens-là qui passent plus de temps sur la rue vont consommer un peu plus? Je pense que c'est là qu'on peut essayer d'aller chercher beaucoup. Tu sais, évidemment, les commerçants, leur préoccupation, eux autres, c'est leur chiffre d'affaires. Là. Fait que, il faut toujours travailler sur ce qui a un rapport avec leur activité commerciale, comment on est capable de maintenir ou améliorer leur activité commerciale tout en améliorant l'expérience de la rue. Puis, à quel point dans ces municipalités-là, qui sont toutes à proximité, j'imagine, d'un Smart Center ou à quel point, puis qui sont toutes aussi en compétition avec le commerce en ligne, là, plus ou moins, à quel point on cherche encore à satisfaire l'automobiliste le plus facilement possible, puis à quel point on peut se distinguer sur ce terrain-là. Nous, c'est quelque chose qu'on voit à Montréal énormément. Là. Ça semble une guerre perdue d'avance. Est-ce que dans ces municipalités-là, c'est encore possible d'espérer de séduire les automobilistes pour venir consommer sur une rue commerciale? Ben, de l'expérience qu'on a de parler avec les gens de leur rue commerciale, de leur rue principale, je pense que les gens en général, il faut leur faire comprendre la connexion qu'il y a entre la vitalité commerciale de leur rue principale et l'expérience qu'ils vont y chercher. Parce qu'en général, les gens vont dire « Mon cœur de village, mon centre-ville, il est hyper important pour moi. » On fait des sondages là-dessus, puis à chaque fois, ça ressort de la même façon. Les gens aiment leur centre-ville, aiment leur cœur de village. Il est important pour eux. Après ça, il faut que les gens comprennent à quel point ce cœur de village-là, il a été construit autour de l'idée d'échange. Il a existé parce qu'il y a des gens qui se sont rassemblés là pour faire des échanges. Le commerce est pas mal l'identité même de votre cœur de collectivité. Fait que c'est hyper important que les gens fassent la connexion entre la vitalité commerciale et la qualité de l'espace qu'ils aiment tant. Avez-vous eu accès au bilan des démarches de piétonisation qui ont eu lieu, par exemple, sur l'avenue Mont-Royal ou sur l'avenue Wellington à Montréal, peut-être dans d'autres municipalités au Québec? Je serais curieux de savoir justement s'il y a eu des retombées, des mesures qui ont été faites par rapport à la vitalité commerciale dans ce contexte. Oui, il y a quand même plusieurs rapports qui sont sortis. Là. Je sais que Montréal, il y en a eu plusieurs dans Montréal. Il y en a eu quelques-uns aussi à l'extérieur de Montréal. Les rapports sont difficiles à évaluer, je trouve. Là. Il y a eu quand même, tu sais, comme souvent on entend très positif, puis là, quand on regarde comme il faut l'évaluation, il y a quand même eu une diminution. Puis, fait que, tu sais, c'est toujours de savoir exactement, je pense que c'est beaucoup selon le type de commerce. Il y a des commerces qui ont vraiment écopé, puis il y en a d'autres qui s'en sont très bien sortis finalement. Fait que, tu sais, c'est variable selon le type de rue commerciale, puis justement les commerces qu'on y trouve. Fait que la situation tellement spécifique des moments où se sont faites ces piétonisations-là fait en sorte que je trouve ça difficile d'utiliser ces rapports-là puis de généraliser parce qu'il y a trop d'éléments qu'on peut difficilement extrapoler dans le temps. La COVID étant pas le moindre, là, je sais qu'à Montréal, il y a eu des essais, puis les méthodologies ont été balayées parce qu'il n'y avait plus de référence normale, donc de la fréquentation des rues puis des commerces.
Dans les consultations publiques que vous avez faites autour du stationnement, est-ce que ça vous est arrivé de constater vraiment une divergence entre les attentes de citoyens versus ceux des commerçants? Puis si oui, comment est-ce que vous avez géré ces différences-là? C'est presque systématique, en fait. C'est presque systématique. Les citoyens sont de plus en plus ouverts, sont de plus en plus intéressés à avoir plus d'espace pour aller rencontrer des gens, aller profiter du milieu. Et les commerçants sont encore souvent dans une logique de moi, mon commerce est basé sur des automobilistes. Des automobilistes, ça me prend qu'ils se stationnent en avant de chez nous. Puis, comment gérer ça? Il n'y a pas de formule magique. Je pense que c'est de faire s'asseoir tout le monde autour de la même table, puis d'être prêt à gérer les débordements. Fait que c'est pas mal ça la tactique, c'est de dire, ben, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se comprenne, puis se comprendre de bonne façon, donc essayer d'éviter les discussions acrimonieuses, là. Il n'y a pas d'autre solution, je pense. Ça semble être une bonne conclusion, ça. Éviter les discussions acrimonieuses et puis être prêt à gérer les débordements. Alors, merci beaucoup, Christian Petit, pour cette présentation. Et puis, ça sera une discussion qui va continuer pendant de nombreuses années, évidemment, là, avec tous nos objectifs de mobilité durable, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec. Alors, merci infiniment d'avoir fait ce travail-là puis d'être venu nous le présenter. Merci de l'invitation. Merci.